Alors, la première et dernière fois que j'ai souhaité une bonne année aux abonnés de ma chaîne YouTube, il y a eu une pandémie mondiale. Je vais pas aller jusqu'à dire que je porte la poisse, mais je vais pas recommencer cette année. Sinon, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui très tard, début février, pour mes vidéos de fin d'année 2020. Je suis désolé, je voulais faire ces vidéos depuis décembre, mais j'ai des putains de problèmes informatiques, on va dire. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent tard, c'est pour ça aussi que les dernières vidéos étaient très très courtes. Remarque, bon j'avais pas grand chose à dire, mais c'est aussi pour ça que j'ai laissé terre saoulé sur la vidéo des nouveaux mutants. Je sais pas si je l'ai dit sur le moment, mais voilà, c'est pour ça. J'avais ces problèmes informatiques qui me faisaient chier, donc je voyais pas faire des vidéos aussi longues que les vidéos de top et flop avec ces problèmes là. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui des flops. Je commence cette année par les flops vu que l'an dernier c'était les tops. Je le redis, ce sont des classements personnels. Ça ne veut pas dire que par exemple le film que j'ai mis en 10ème place est supérieur cinématographiquement au 7 par exemple, vous verrez. Non, c'est juste là j'ai jaugé vis-à-vis de mon ennui devant le film en fait. Et c'est pareil pour les tops. C'est en fait je me suis dit devant quel film je suis le plus ennuyé si je devais choisir. Donc voilà, donc c'est absolument pas selon un classement sur des critères objectifs cinématographiques. C'est juste mon appréciation devant le film. Et donc dans ces classements de top et flop, vous n'aurez pas parce que je ne les ai pas vus, 30 jours max, 1917, et ça, je suis très dégoûté. Bon, 30 jours max, m'en fous un peu, c'est une comédie que je verrai tôt ou tard, donc voilà. Je pense pas que je l'aurais mis dans les tops, de toute façon, dans les flops, hein, peut-être. Mais bon, 1917, je suis très dégoûté parce que je veux le voir, mais faut que je me l'achète, du coup, vu que je l'ai loupé au cinéma. Adieu les cons, je voulais pas niquer une place de séance, enfin une place de cinéma pour ça, hein, pour être honnête. Mais en fait, j'aurais dû parce qu'il n'y a pas eu de beaucoup de films après le confinement, donc tant pis. J'aurais dû saisir ma chance, mais bon. Antebellum que j'ai raté, je sais plus si c'est de ma faute ou à cause du confinement, je sais plus, mais en gros je l'ai raté au cinéma alors que je voulais aller le voir. De ce que j'ai compris, c'est un pseudo film d'horreur avec une femme qui retourne à la période d'esclavage. Voilà, on peut voir ce que ça peut apporter. Un film que je ne verrai donc jamais puisqu'il est présent sur Disney+, Artemis Fowl, qui apparemment est nul, qui ne m'intéressait pas du tout, puis Durandal me l'a vendu, je sais plus comment, en en parlant dans sa vidéo à venir en 2020 il me semble. Il me l'avait plutôt bien vendu, je me suis dit ah putain ça peut être sympa en fait. Alors que ça m'intéressait pas du tout, même si l'affiche est très belle. Et encore aujourd'hui je sais pas du tout de quoi ça parle, mais voilà. Et c'est con parce que j'aime le réalisateur en plus, mais bon tant pis. Je payerai pas Disney+, pour voir un film, ça c'est clair. De Gaulle, j'avais très envie de le voir et puis Durandal a dit dans sa vidéo que c'était nul et chiant, donc je suis dégoûté, mais bon on verra bien, pas tout. Enragé, peut être sympa. Greenland aussi. L'art du mensonge que j'avais mis dans ma vidéo à venir en 2020 et qui était un des premiers films à ne pas être présent dans mon cinéma. Un des nombreux premiers films d'ailleurs. La voix de la justice, mignonne. Et là je suis dégoûté parce que j'aurais adoré donner mon avis là-dessus. En gros, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? Est-ce que c'était bien fait ou pas? Est-ce que les gens qui font les polémiques sont comme d'hab cons ou pas? Ou est-ce qu'ils ont raison pour une fois? J'aurais aimé donner mon avis, mais de ce que j'ai vu, grâce à la vidéo de Psyodélique, je pense que j'aurais le même avis que Durandal, qui l'a foutu dans son flop aussi, à la 9ème place il me semble. Et en gros, je pense que j'aurais le même avis que lui, c'est qu'en gros, le message est noble, mais de ce que j'ai vu, et je me contente pas des bandes annonces, hein, j'ai vu un extrait, de ce que j'ai vu, c'est pas possible de faire ça quoi. C'est juste contre-productif, je trouve. Nightmare Island qui me branche beaucoup, mais qui apparemment n'a pas beaucoup plu. Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan qui me fait très peur parce que ça a l'air d'être un gardien de la galaxie avec des zombies. En gros tout est cool quoi, on a plus du tout peur, super, alors que le 1 était génial. Play qui m'intéressait pas plus que ça, mais tout le monde en dit du bien, donc voilà. Radioactive, Selfie, The Good Criminal, un énième film d'action avec Liam Neeson. The Grudge, parce que j'ai regardé les deux premiers The Grudge, enfin les trois premiers je les ai achetés, parce qu'ils étaient pas chers, c'était à 6€, 9 hein. Et j'ai aimé les deux, mais le 3 non, et du coup j'aurais bien aimé voir celui-là, mais apparemment il est pas ouf non plus. The Hunt, Durandal me l'a bien vendu, Tout simplement noir, et Vivarium. Donc voilà, vous n'aurez pas tous ces films-là dans les tops et les flops. Putain, une longue intro encore. Donc on va commencer, je vais commencer maintenant, je vais pas traîner. Donc encore une fois, ce sont des tops personnels, voilà, avec les films que j'ai vus, voilà. J'ai jaugé vis-à-vis de mon ennui devant les films. Numéro 10.
En numéro 10, c'est un film d'action oubliable, qui ne sera pas culte, réalisé par je ne sais plus qui, et je m'en fiche un petit peu, avec Vin Diesel, qui s'appelle Bloodshot. C'était un des premiers films à être poussé, je crois. Enfin, qui devait sortir, qui est sorti en VOD à cause de la pandémie. Eux, ils se sont même pas fait chier à le repousser, non, ils l'ont directement sorti en VOD, et un mois après, genre, en Blu-ray. Ok. Et globalement, j'ai rien à dire, si ce n'est que pour équilibrer, bah, un mauvais point, parfois les effets spéciaux sont pas terribles. Un moyen point, en gros, entre les deux, où j'ai bien aimé la technologie utilisée dans le film, enfin les petites idées qu'ils ont eues. J'aime beaucoup le pouvoir de Vin Diesel qui me fait penser à John Connor dans Terminator 5. Et un bon point, je trouve la scène dans le tunnel très très belle. C'est à y repenser, comme l'a dit un YouTuber, comme l'a dit un vidéaste dans sa critique sur le film, je sais plus lequel. Oui, on sent que c'est tourné en studio, mais c'est magnifique. C'est entre la farine à terre, la farine ou de la drogue, je sais plus. Il me semble bien que c'est de la farine. Bref, entre le truc blanc qui est à terre et qui fait des ralentis magnifiques, et puis et ben ça vole facilement dès que tu marches en fait, ou dès que tu cours. Et ça fait des images juste sublimes vu que c'est une scène de combat, avec cette ambiance rouge aussi due à les fusées éclairantes, il me semble là. Il me semble que c'est ça. L'image est juste magnifique. Hormis ça, ouais, il y a le retournement qui est sympathique, parce qu'au début tu te dis le début est assez bizarre, tu te dis attends c'est pas possible que ça se passe en vrai, c'est un militaire qui est tout seul en mission, tout ça. Et après tu découvres un truc, donc c'est pas mal. Mais franchement, j'ai pas envie de le revoir, et j'ai pas détesté, hein, je me suis pas spécialement ennuyé, bien que j'étais pas à chaud devant devant le film, mais bon, voilà, c'est sans plus. Donc numéro 9. En numéro 9, j'ai choisi de mettre The Boy. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est le même réalisateur que le 1. Et je suis dégoûté parce que en fait, donc vous l'avez deviné, donc j'aime pas. Et apparemment, j'ai vu sur Rotten que personne n'aime le 1 non plus. Personnellement, je l'aime bien. Je l'avais vu une fois en streaming vers sa sortie, genre peut-être 2 ans après sa sortie, ce qui me semble qu'il est sorti en 2015 ou 2016, un truc comme ça. Et ben j'avais aimé. Et puis là, je l'ai racheté en Blu-ray du coup. Et donc, petite précision qui a son importance, je les ai vus avec mon père, et comme moi, il a aimé le 1. Forcément, bon, de toute façon, j'avais déjà vu. Et le 2, pareil, mouais. Il y a un passage, Destination Finale, qui est très bien. Donc ça, c'était bien. Les personnages sont bien, leur histoire, tout ça, pourquoi ils vont là. Et ça, j'y crois parce que bah, je l'ai vécu. La réalisation est bien. Voilà, c'est un film qui tient la route, mais le problème, c'est que, bon, ça fait pas peur. Bon, j'ai envie de dire comme le 1, mais c'est pas encore trop grave, mais c'est pas intéressant, et je me suis vite ennuyé devant en fait. Et il y a des petites incohérences vis-à-vis du 1 en fait, parce que dans le 1, donc je vais divulguer le 1. Dans le 1, la poupée, on sait qu'elle est pas vivante, qu'il y a autre chose derrière. Et là, en fait, il joue sur le fait qu'on ait vu le 1, et en fait, on a l'impression que maintenant, bah, en fait, si, la poupée est hantée. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que la poupée est hantée, quoi. Ouais. Après, j'ai envie de demander pourquoi la mère, elle soupçonne direct que la poupée est vivante. Enfin, au bout d'un moment, j'aurais trouvé ça logique, mais je trouve ça trop rapide en fait. Elle a son fils par exemple qu'elle peut soupçonner, genre, en plus il parle pas, donc il peut pas se défendre, mais je sais pas, elle peut le soupçonner, genre il lui obéit pas, puis voilà. C'est lui qui peut la déplacer. Si ça avait été la scène où genre la poupée s'enferme toute seule, je veux bien que là, ok. Elles se disent, putain, il y a un truc bizarre avec cette poupée. Mais donc voilà, ça arrive trop vite en fait. Pourquoi je dis ça arrive trop vite? Parce qu'il y a carrément une scène, comme dans Chucky par exemple, au bout de 49 minutes dans Chucky, il y a une scène où elle dit direct, elle veut faire réagir la poupée, je sais plus comment, je crois que elle la provoque, ou enfin je sais plus. Donc bien sûr aucune réaction, mais je trouve ça trop rapide. Donc voilà, c'est pas une immense déception, mais voilà, c'était pas assez bon pour que je garde le Blu-ray par exemple. C'est vraiment là, je suis allé le revendre et puis j'ai gardé que le 1 quoi. Et c'est con parce que le papier et la jaquette qui faisaient le coffret, qui réunissait les deux Blu-ray en un, elle était très très belle, hein, franchement. Mais bon, tant pis. Et même dans ma vidéothèque, je veux dire, ça rendait bien quoi. Mais j'ai pas gardé un film que j'aime pas quoi. Et donc j'attends pas spécialement un 3. Tant pis. Numéro 8. Alors le numéro 8, j'aurais pas grand chose à dire parce que c'est un film que je suis allé voir en salle et que j'ai donc critiqué sur ma chaîne. Le Prince oublié.
Je vais pas en parler pendant 1 heure parce que ce serait que répéter ce que je dis dans le truc. Disons que... Parce que j'avais pas l'air si retourné contre le film dans ma critique, et j'étais pas aussi en colère que maintenant, on va dire. Même si je suis pas en colère, je suis juste déçu. C'est juste que... Enfin, c'est nul quoi en fait. Vraiment, quand je suis allé voir le film, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais c'est dommage quoi. Je le reverrai avec plaisir, j'achèterai tout ça, mais et pourtant j'avais une occasion parce qu'il était moins cher en Blu-ray pendant un moment dans mon Cultura, donc j'aurais pu saisir l'occasion, mais je l'ai pas fait. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, bah, ça a pas changé. Moi, je voulais plus voir des scènes avec Omar Sy et sa fille, en vrai. Moi, ce monde fantasmagorique à la con, je m'en fous un peu en fait. Et c'est ça que je trouve dommage. Et j'avais déjà été déçu devant Vice Versa, mais devant Vice Versa, je continue de l'aimer, je l'adore, malgré ça. Parce que ça reste bien dans la tête de Riley. Là, non. Là, c'est pas intéressant, c'est nul. Voilà. J'ai pas envie de le revoir. En gros, ma déception, c'est accentué en fait durant rétrospectivement en fait. Maintenant, je le trouve moins bien. Ma déception, c'est clairement accentuée durant les mois qui ont suivi en fait. Voilà. Numéro 7. Mesdames et messieurs, voici pour vous Pinocchio. Et donc c'est pour ça que je disais que non, c'est pas parce que je mets le 10 en 10 que ça veut dire qu'il vaut plus cinématographiquement que le 7 par exemple. Car non, je pense que le 7 vaut plus cinématographiquement que le 10. Donc en numéro 7, j'ai mis Pinocchio, qui est un film italien que j'ai longtemps cru réalisé par Roberto Benigni, mais en fait c'est pas du tout le cas. L'acteur qui fait Geppetto. Pour expliquer mon rapport au film, bah moi j'étais très enthousiaste, j'avais envie de voir ce film en salle, quand il devait sortir en salle. Donc j'étais dégoûté déjà d'apprendre qu'il avait été reporté, puis finalement mis sur Amazon Prime. Je me suis dit bon bah au moins bah, je le verrai quoi. J'ai mis 9 mois à le voir. En fait je l'ai vu limite surtout pour cette critique, parce que, enfin pour cette vidéo, pour les vidéos de fin d'année quoi, parce que j'aurais pu le foutre dans le top, dans le flop, ou dans les films manqués s'il est rentré dans aucun des deux. Et en fait c'est bien sans plus, j'ai envie de dire, mais franchement j'ai pas envie de le revoir du tout. Ça fait 2 heures, ça dure 2 heures, c'est très long, et j'ai beaucoup de choses à dire là. Alors déjà il y a les petites incompréhensions. Si vous êtes très... Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? Regardez le film avant de le montrer aux enfants, au cas où. Parce qu'à mon avis, il y a 2-3 petites scènes où vous direz, c'est pas pour les gosses ça. Les 2 scènes que j'ai notées, c'est... Bah, il y a un moment où Pinocchio n'a plus de jambes, genre ses jambes sont brûlées. Et bon, c'est un pantin, c'est du bois, c'est pas très grave, c'est pas gore. Mais moi, en tant qu'adulte, voir un gosse gueuler parce qu'il avait plus de jambes, ça fait quelque chose. Alors pour un gosse, j'ose même pas imaginer. Et enfin, ça aussi ça vient du livre, Pinocchio pendu. Ouais. Bon, ça vient du conte, hein, donc ça m'étonne pas. Mais quand même quoi. C'est peut-être une image qui peut marquer un gosse. Après moi personnellement, voilà, je suis pas du genre à dire que ça peut choquer les enfants. Au contraire, pour moi, un gosse peut voir quelque chose de plus violent qu'une tarte dans la gueule. Et je trouve pas ça violent non plus. Je voulais juste te prévenir et me dire... C'est un conte ça? Un conte qui sort de nos jours? Bref, parlons du film. Alors, j'ai noté plein de choses. Ça va prendre au moins 10-15 minutes. J'ai regroupé tout ça en plusieurs catégories. Première catégorie, la catégorie c'est un conte. J'ai noté 2 choses. Première chose, c'est que quasi personne n'est surpris de voir un mec en bois parler. Quasi personne n'est surpris quand il parle, quand il s'adresse à des gens. Au début oui, mais après ça s'estompe et puis généralement les gens ne sont plus surpris. Pourquoi? Je sais pas. Et deuxièmement... Un bon point du dessin animé du coup, c'est pourquoi il s'anime. Pourquoi Pinocchio s'anime. Parce que dans le n'importe quoi. Dans le dessin animé, il y avait une petite raison mignonne, un conte de fées. Geppetto veut un gosse, il prie la bonne étoile, et puis voilà, la fée descend, puis elle lui donne la vie. Là, bah, Maître Cerise sculpte le bois, et puis il se met à pleurer parce que on lui fait du mal. Et du coup, il est déjà vivant en fait, dès le début. Voilà. Deuxième catégorie, les bons points. Les effets spéciaux sont très bien faits. Que ce soit les créatures qui parlent, les prothèses, c'est pas vraiment effet spécial pratique là pour le coup, mais les prothèses du pantin en fait, de Pinocchio, la transformation des petits garçons en ânes, ça j'ai été surpris, c'est incroyablement bien fait. Moi je pensais que ça allait être un tout petit film intimiste sans trop de moyens. Pas du tout. Non, ils ont les moyens, ils ont mis le budget, ils ont fait les efforts, et rien que pour ça, voilà, je le soutiens, mais après voilà, je l'aime pas, mais bon. C'est pas une grosse perte non plus. Au moins ils ont fait les moyens, ils se sont donnés à fond, puis ils ont fait un bon résultat au travail. C'est voilà. Encore une fois, c'est pas un mauvais film, hein, je tiens à le dire. Bon les autres, bon le 8 ça va encore. Prince oublié, c'est pas un mauvais film non plus. Les 2 premiers c'est discutable.
Mais celui-là, voilà, c'est pas un mauvais film, c'est juste que j'accroche pas en fait. Ensuite, ici dans ce film, c'est un voisin qui vient dire à Pinocchio que son père est parti le chercher. Et personnellement, je préfère. Parce qu'au moins ça donne un petit peu de vie au village, t'as pas l'impression qu'ils sont deux à habiter dans ce village. Parce que dans le dessin animé, à part le moment où il va à l'école, où il y a un peu de monde, et le public au spectacle, t'as l'impression que personne ne vit dans ce village. C'est un peu un village mort. Donc un bon point, parce que c'est vrai qu'aussi dans le film, dans le dessin animé, c'est Marraine la bonne fée. c'est la fée bleue quoi. Donc bon, là je préfère ici. Alors au départ ça j'avais mis ça dans les bons points, mais je peux aussi le foutre dans les mauvais points rétrospectivement parlant. Le jeu de Roberto Benigni, qui fait Geppetto, que j'ai découvert personnellement dans La Vie est belle, et qui avait un jeu particulier pour ceux qui ont vu La Vie est belle. Et en voyant ce film, je me suis dit tiens, il a pas le même jeu que d'habitude, parce qu'en fait j'ai vu La Vie est belle et j'ai vu un petit extrait d'un autre film avec lui il y a Tigre dans le titre, je sais plus c'est quoi le titre, mais il y a le mot tigre, et de ce que j'ai vu il a le même jeu d'acteur. Donc je me suis dit bon, c'est comme un Jim Carrey ou un Kev Adams qui a le même jeu d'acteur partout tout le temps. En fait non, il a pu varier, et limite maintenant en fait j'ai l'impression que c'est plus un mauvais point, parce que ça aurait été plus vivant et peut-être un petit peu plus rigolo s'il avait eu ce jeu là, même si on voit pas beaucoup de Geppetto. Donc bon point, mais voilà, c'est encore discutable du coup. Mauvais point. Le chat répète tout. Si vous vous souvenez du Disney, il y a comme dans le conte, parce que je vais venir après, mais après le film je vais faire des différences, ressemblances avec le dessin animé et le conte, parce que j'ai lu le conte juste après avoir vu le film. Bref, donc comme dans le conte, dans le dessin animé, il y a un renard et qu'on appelle grand coquin et un chat. Donc là ce sont des humains mais qui sont un peu animalisés quand même, parce qu'il me semble que genre le chat il a des moustaches ou non le renard, enfin voilà, ils ont des physiques avec leur barbe, leurs cheveux, tout ça, ça fait très ils ont des physiques d'animaux on dirait, enfin des visages en tout cas. Et donc ici dans ce film, le chat en fait il parle, contrairement au dessin animé, sauf qu'en fait il parle juste pour tout répéter, pour répéter ce que son copain dit, les fins de phrase en fait. Là il aurait été là, il aurait dit ouais les fins de phrase en fait. Et ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure, le film fait 2 heures, ça devient très très vite casse-couille. Et je l'ai pas vu tout seul, et la personne à qui je l'ai vu était d'accord. C'est très très chiant, enfin bon, c'est pas la pire chose insurmontable, hein, mais c'est casse-couille, vraiment. Déjà que c'est une blague éculée au possible. Généralement on le fait pour montrer que la personne qui fait ça est un abruti. Alors il y a plein de films qui font ça, mais là je suis désolé, le seul exemple que j'ai c'est American Pie, où pareil dans une scène qui fait 30 secondes, il y a un entraîneur de football américain enfin il y en a deux, et il y en a un qui répète la fin de phrase de l'autre. Là c'est rigolo, parce que là c'est bien fait, c'est bien dosé, ça dure 30 secondes. Sur 2 heures, je vous assure que c'est très chiant. Bref, et enfin un autre mauvais point, c'est que c'est un peu mal écrit pour une certaine chose. Ou alors je suis con, c'est moi qui ai eu du mal à deviner, c'est tout, à suivre, je sais pas. Mais en gros, c'est grâce au conte que j'ai compris que Pinocchio n'avait donné qu'une seule pièce d'or à l'aubergiste, car dans le film, on voit qu'il s'est fait rouler, et donc on s'imagine qu'il n'a plus rien, et qu'il a donné 5, parce qu'en gros c'est comme un hôtel, quoi. Il bouffe le soir, et puis il se couche, et puis je pense qu'au moment de partir le lendemain, il paye, quoi. Donc là, il bouffe, et puis ils vont se coucher, et Pinocchio se fait rouler parce que les autres se cassent. Et puis ils font croire à l'aubergiste, non c'est lui qui doit payer, allez le voir. Et moi je pensais qu'il l'avait roulé dans le sens, voilà, il a perdu ses 5 pièces d'or quoi. Non, en fait il n'en a juste perdu qu'une. Alors je ne connais pas l'économie de l'Italie en 1800 et quelques, hein, je suis désolé. Je ne sais pas ce que représentait une pièce d'or. Enfin non. Autre catégorie, incohérence, interrogation. Pourquoi ils deviennent des ânes dans le dessin animé? Alors pour moi, dans le dessin animé, ça vient de la bouffe, de la boisson et des cigarettes. Et là, dans le film, en fait, ils ne font que s'amuser, et puis ça vient d'un coup, en fait. Et du coup, c'est quoi? C'est dans l'air? C'est un sortilège? Après, si ça se trouve, je me gourre même pour le dessin animé. Si ça se trouve, dans le dessin animé, ça aurait dû arriver, même si Pinocchio n'avait pas bu, mangé, puis fumé. Mais pour moi, ça venait vraiment de là, en fait. N'hésitez pas à me dire si vous aviez la même interprétation que moi. Et là, du coup, comme ils font rien, ils font que s'amuser. En fait, t'as l'impression qu'à partir du moment où ils disent oui au cocher, et ça y est, ils sont condamnés et puis ils vont se transformer en âne. Aussi, une autre interrogation,
Donc il y a un moment où vous connaissez tous cette scène dans le dessin animé où Pinocchio va avoir un spectacle. Là aussi ils l'ont fait parce que ça vient du conte. Et comme dans le conte, t'as l'impression que c'est des pantins vivants. Enfin déjà quand tu vois les pantins débarquer avec leur taille, tu te dis putain en fait c'est des humains qui se déguisent en pantins. T'as un peu cette impression jusqu'à ce que tu comprennes que non en fait c'est vraiment des... Enfin t'as l'impression qu'ils sont aussi vivants en fait comme Pinocchio. Parce que même dans la caravane, ils parlent avec lui, puis ils échangent, et puis enfin, ils ont l'air d'être vivants, quoi. Et tu vois les fils quoi, qui bougent et tout. Donc à moins que ce soit des marionnettistes H24 sur leur boulot, je sais pas, mais ouais, ils sont vivants. Parce que tu te dis ça déjà de 1 par leur taille, quand ils débarquent sur scène, et de 2 parce qu'ils voient Pinocchio dans le public. Et d'ailleurs, que ce soit dans le livre ou dans le conte, enfin dans le film ou dans le conte, comment connaissent-ils Pinocchio? Je me doute qu'un pantin vivant ça doit faire parler, mais on voit pas la rumeur d'un pantin qui est vivant se répandre dans la ville. Donc ça déjà c'est un problème. Et du coup, est-ce que les pantins du spectacle ne seraient pas vivants eux aussi? Et aussi, comme les pantins ne sortent jamais de leur caravane visiblement, parce qu'ils sont assez maltraités par leurs marionnettistes, si la rumeur d'un pantin vivant avait circulé, comment aurait-il pu l'entendre? Vu qu'ils restent dans leur caravane, sauf quand ils sont sur scène. Donc en gros, comment le connaissent-ils? Et donc du coup, est-ce que les pantins du spectacle ne seraient pas vivants eux aussi? Je ne sais pas. Je pense que oui, hein, parce que vu que c'est un monde féerique. Et donc, si elles aussi sont vivantes, c'est-à-dire que Pinocchio n'est pas le seul cas de pantin vivant, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Et donc à ce moment-là, pourquoi Maître Cerise et Geppetto, et les quelques gens au début, sont surpris de voir que Pinocchio est vivant lui aussi? Voilà, c'est un conte, c'est un conte. Après, j'y suis surpris quand ils veulent, hein, quand le film veut, parce que bien sûr, à la fin, Pinocchio cherche du boulot, et le fermier il dit bah oui, bah tiens, oui, va traire la chèvre. Voilà, il est pas plus surpris de ça, de parler un bout de bois. Maintenant, différence, ressemblance avec le dessin animé et le conte. Alors, dans le dessin animé, c'est un enfant à qui on... je parle du personnage de Pinocchio. Dans le dessin animé, c'est un enfant à qui on donne où explique les limites. Ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Là, il est limite livré à lui-même, sans la fée bleue pour lui expliquer ce qu'il doit faire ou pas. Enfin, pour moi, dans le dessin animé, c'était un petit peu comme une super nanny, en fait. Quand elle apparaissait, bah, c'était super nanny intervient, puis quand elle disparaissait, bah... Super Nanny observe. Et puis, bah là non, en fait, finalement, c'est une belle métaphore de la vie, quoi. T'es venu au monde, tu te démerdes. Après, je peux comprendre, parce que dans le dessin animé, c'est elle qui donne la vie à Pinocchio, donc peut-être qu'il y a une petite responsabilité, je sais pas. Ouais, pas convaincu. Donc je préfère déjà ça dans le dessin animé, c'est que on lui explique déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc il a ces petits passages où il est un petit peu con, enfin où il fait le petit con, où il obéit pas, mais bon, voilà. J'en dis pas plus parce que j'en viens à mon deuxième point. Le personnage est bien plus agréable dans le dessin animé. Parce qu'il a beau avoir ces petits passages de petit con comme je viens de le dire, il est agréable, il est tout mignon. Tu sens qu'au fond il est gentil, il est juste super influençable et naïf. Ici aussi, mais au début, et vraiment pas assez, quoi. Parce que limite, la scène où il naît, bah il se casse de chez lui, quoi. Il dit à peine bonjour à Geppetto, puis il se casse en courant, et puis Geppetto le cherche partout dans sa ville, quoi. Là, c'est vraiment un petit con qu'on suit, il est pas du tout agréable, et c'est que quand le montreur de marionnettes propose ses 5 pièces à donner à son père, qu'il commence à être adorable et gentil. Il fait des bêtises comme un enfant, mais il est gentil quand même. C'est à partir de là que tu commences à l'aimer et avoir envie qu'il s'en sorte. Et pour ce qui est du conte, je le déteste, sauf le passage avec ses camarades. Je le déteste parce qu'il est vraiment détestable. Franchement, lisez le conte et vous verrez. Donc je le déteste, sauf le passage avec ses camarades où ils lui font croire qu'il y a un requin et qu'il l'emmène à la plage sécher les cours pour voir un pseudo-requin. Puis après, il est accusé à tort de quelque chose, enfin, il lui arrive que de la merde. Et vraiment, il y a un moment où il se dit... Putain, mais je suis vraiment nul, j'ai préféré aller les voir et plutôt que d'aller à l'école, je suis nul, je mérite... Enfin voilà. Là, il est vraiment touchant et pourtant c'est que du papier, c'est que de l'encre. Il y a même pas t'as même pas une voix de gamin, tu sais, pour te tirer les larmes. Ça marche beaucoup, c'est vraiment de la très bonne littérature. Mais à part ça, voilà, j'ai pas beaucoup aimé. Puis la fin, du coup, quand il retrouve son père, qu'il l'a sorti et tout ça, là, à partir du moment, dans les 3 films, dans les 3 œuvres plutôt, il est adorable partout. Mais sinon, il est là où il est le plus adorable, c'est le dessin animé. Après peut-être le film, et après le livre. Ensuite, alors comme dans le dessin animé, Geppetto a un chat, sauf que là il me semble pas qu'il ait un nom dans le livre. On le mentionne vite fait quand Pinocchio découvre qu'il n'a plus de jambes, dans le livre hein, je parle. Et heureusement que je l'ai noté parce qu'en fait je m'en souviens même plus, donc c'est dire. Là où dans le dessin animé, bah, c'était... alors déjà dans le film, il me semble pas qu'il y en ait un, ou alors on le filme juste comme ça vite fait, et puis comme dans le conte il sert à rien. Là où dans le dessin animé Disney, bah... C'est un dessin animé Disney quoi, il est pas juste transparent, il a un vrai petit rôle, il est anthropomorphisé, enfin voilà quoi. J'ai oublié son nom d'ailleurs, parce que Cléo c'est le poisson et lui... Figaro, voilà. Figaro c'est un vrai petit chat mignon, c'est un vrai personnage quoi. Qui est même sur la jaquette. Là, on s'en bat les couilles.
Comme dans le dessin animé, le renard et le chat sont de vrais animaux dans le conte. Là ici, donc comme j'ai dit dans le film, ce sont des humains. Et c'est un oiseau qui vient prévenir Pinocchio concernant son père, qui est parti en mer, etc. Comme dans le dessin animé. Et dans le film, on voit quelque chose d'assez bizarre, puisque Pinocchio en fait s'est fait rouler par le renard et le chat, et donc il va aller balancer à la justice dans un tribunal tenu par un singe. Et en fait, finalement, Pinocchio se fait arrêter parce qu'il s'est fait voler. Ils n'arrêtent pas les voleurs, non, ils arrêtent Pinocchio. Donc quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est complètement débile, c'est vraiment le truc fait exprès pour le foutre en prison, puis faire qu'il y ait une péripétie, quoi. Et en fait, anecdote, complètement par hasard, après avoir lu le conte, parce que donc du coup c'est aussi dans le conte, je tiens à le dire, après avoir lu le conte, j'ai lu La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, parce que je voulais le lire depuis longtemps. Et qu'est-ce que je lis à la page 213 ? Il y avait un peuple qui punissait non pas le voleur, mais celui qui s'était laissé voler, afin de lui apprendre à soigner ses propriétés. Quelles étaient les chances pour que je tombe là-dessus ? Donc ça apporte rien, mais voilà, si je peux apprendre des choses à des gens, ça fait plaisir. Et enfin, petit truc pour rigoler, donc voilà, j'ai fini. Mais petit truc pour rigoler si vous comptez lire le conte. Comme Durandal dans son vlog de 50 nuances plus sombres, ou plus claires, j'ai un doute. Bref, dans l'un de ces deux vlogs, comme Durandal, je vais vous faire un petit jeu, un jeu à boire. Alors de l'eau, du coca, voilà, j'aime pas l'alcool, prenez ce que vous voulez. Mais si vous comptez lire le conte, vous prenez un shot à chaque fois que vous lirez « Je vous laisse imaginer ». Vous verrez, c'est le narrateur qui dit ça, il dit « Je vous laisse imaginer comment ça s'est passé, je vous laisse imaginer comment il a pu réagir, etc. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès que quelqu'un dit qu'il faut faire quelque chose, ah bah aussitôt dit, aussitôt fait. Puis Pinocchio se leva et quelque chose. Voilà. Et enfin, Pinocchio semble avoir des relations avec Scarlett O'Hara, parce que comme dans Autant n'emporte le vent, Pinocchio n'arrête pas de répéter « Nous réglerons nos comptes demain ». Comme Scarlett dirait j'ai pas le temps d'y penser aujourd'hui, j'y penserai demain. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit en français, je connais que la version originale. Bref. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Pinocchio, j'avais raison, c'était long. Je suis désolé, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je suis un peu dégoûté parce que le film m'intéressait quand même un minimum, quoi. Quand j'avais entendu parler du projet, je voulais même amener un ami qui voulait pas venir, tant pis. Parce qu'il m'a dit si c'est pas Disney, ça a aucun sens. Personnellement, moi, voilà, je voulais m'intéresser et bah limite j'ai envie de lui dire bah ouais, t'avais raison. Et ça me fait chier parce que lui, il a toujours raison. Donc bref, donc voilà, un petit peu dégoûté. Est-ce que j'aurais aimé cracher sur Disney et puis dire putain mais c'est tellement meilleur, c'est plus proche du conte, c'est bien meilleur que le dessin animé qui est aseptisé, tout ça. Bah non. Le dessin animé Disney est clairement bien meilleur que celui-ci. Après bon, j'ai pas trop de problème parce que pour moi, moi c'est ma période Disney préférée, hein. Pinocchio, Blanche-Neige, Peter Pan, tout ça, les années 50, 60. Puis le type d'animation, quoi, jusqu'à Oliver et compagnie, j'aime bien. Mais contrairement aux gens qui préfèrent les années 90. Et souvent quand tu leur demandes ah c'est quoi tes préférés, ah bah la petite sirène, Aladdin, le roi lion, la belle et la bête, c'est les 4 films qui ressortent. Donc les gens aiment une décennie Disney et ils disent que c'est la meilleure période Disney pour 4 films, d'accord. Moi je préfère les premiers films Disney, La Belle et le Clochard, Peter Pan, tout ça, les 100 Dalmatiens, toute ma vie ça. Et donc du coup bah ouais, le Disney est clairement meilleur. Après je prends les devants parce que je sais qu'ils vont faire un remake en prise de vue réelle, encore une fois, comme La Belle et la Bête, comme Le Roi Lion, comme Aladdin, etc. De Disney, hein, je parle. Et je suis sûr, j'ai pas encore vu le film, je suis sûr que ce film-là, Pinocchio, que je suis en train de critiquer, vaut mieux, vaut plus que le film remake qui viendra dans 1 ou 2 ans. Ça, j'en suis sûr. Bref, numéro 6. Écoutez-moi bien, mon garçon. Le démon peut transformer la folie en sagesse. Et transformer la sagesse en folie. Et donc en numéro 6, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est un film que j'ai critiqué en vidéo. The Ascent ou The Demon Inside. J'allais dire The Devil Inside, mais non, c'est The Demon Inside. Je vais passer vite dessus. En fait, c'est pas nul. C'est bien réalisé, mais j'aime bien le côté galère des personnages, leur vie, tout ça. Leur histoire, ce qu'ils traversent, la fin. L'ambiance très sombre, tout ça. Le père, bon, il me saoule un peu parce que vu comment il gueule sur la babysitter, ça j'ai vraiment pas apprécié en y repensant. Mais voilà, c'est nul et ça fait pas peur en fait. Je me suis ennuyé devant, clairement. Et j'étais pas tout seul et la personne avec qui je suis allé le voir pense la même chose, donc voilà.
C'est pas que moi le seul con qui n'a pas aimé. Donc du coup voilà, numéro 5. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que un film ennuyeux qui est tout seul, qui n'a pas de licence derrière, un film qui est ennuyeux et qui a une licence qu'on aime derrière lui. Je veux bien sûr parler des Nouveaux Mutants, je vais pas en dire beaucoup parce que j'ai fait une toute petite critique de 3 minutes, donc c'est pas très long, vous pouvez aller la voir. Globalement j'ai rien à dire. Je suis juste dégoûté parce que maintenant à cause de lui je pourrais plus dire j'aime tous les X-Men, parce que oui avant ça j'aimais tous les X-Men à des degrés différents, mais j'aimais tous les X-Men. Et je suis aussi dégoûté parce que je suis allé voir avec ma mère parce qu'on s'était fait la saga ensemble à l'époque de la sortie de Dark Phoenix, donc on était allé voir Dark Phoenix et tout. Donc on s'est dit bon on va finir la saga avec ça, puis hop on est allé le voir. Et donc moi j'étais content parce que je savais que ça allait être un film d'horreur qui allait faire peur, et ma mère déteste ça. Donc j'étais content de la pranker comme disaient les jeunes. Comme disaient les cons surtout. Non, j'étais content de lui faire une petite farce, quoi, de la piéger. Ouais, bah putain, l'arroseur arrosé, hein. Numéro 4. Oh God. Alors là, pareil, j'ai pas beaucoup de choses à dire pour le numéro 4 parce que j'ai pas du tout aimé. C'est Jojo Rabbit. Je sais que beaucoup de gens ont aimé, mais moi je suis désolé, j'ai bien aimé le sacrifice de Sam Rockwell. Voilà, spoiler, comme disent les cons. J'ai bien aimé son petit ami, enfin son petit copain, là, son copain, son camarade, son ami, le gros, là, le petit gros, qui est sympathique, tout mignon, enfin tout gentil, quoi. J'ai bien aimé aussi la relation qu'il entretient avec la fille, parce que c'est clairement original, hein. J'ai pas vu un autre film avec un petit nazi qui devient amoureux d'une petite juive. Après ça vient du livre, hein, mais bon. Et pour expliquer mon rapport avec le film, moi j'étais très enthousiaste à l'idée, enfin quand j'avais lu le résumé, je sais plus où, sur un site, oui, pour préparer ma vidéo Avenir 2020, j'avais lu le synopsis, et je fais putain, un gosse qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler, de nos jours, ça peut se faire? Et bah ouais. Après j'ai vu la bande-annonce, je fais ah merde, ça a l'air nul en fait, et j'ai mis un an à le voir. Enfin clairement là j'ai vu ce film limite pour cette vidéo quoi. J'ai entendu les avis de tous les gens qui disaient c'était génial tout ça. Franchement je trouve pas, je me suis plutôt ennuyé et puis j'ai pas vraiment aimé ça. Ah oui bien sûr oui. Ce que j'ai aimé aussi que j'ai pas évoqué tout à l'heure c'est la scène avec une personne pendue. C'est très très fort et je m'y attendais pas. Et ça c'est à souligner, ça respect. Je n'en dis pas plus. Numéro 3. Si je sens quelques salmigondis, je serai impitoyable, implacable, féroce. Tout en restant dans les limites des lois de la République. Ducobu 3. Numéro 3, pareil, donc j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai fait une vidéo dessus, une longue vidéo, c'était ma plus longue de cette année je crois, en termes de critique. Ducobu 3, pourquoi je suis dégoûté? Parce que j'aurais aimé qu'il soit premier, parce que je le trouve pas drôle, il chie sur le 1 et le 2 pour moi, je le trouve insultant par moment, si vous avez vu ma critique. Et vous l'avez certainement vu je pense, parce que cette critique, je sais pas pourquoi, j'en rigole encore avec un pote. Comment elle a fait 3000 vues, enfin, 3500 vues même, je comprends pas du tout. Enfin remarque, il n'y a pas de grands youtubeurs qui ont fait de critiques de Ducobu 3, donc si les gens recherchent critique Ducobu 3, ils ont plus de chances de tomber sur ma vidéo, voilà quoi. Mais en tout cas moi je suis très content, je m'y attendais pas du tout, en plus j'ai travaillé pour cette vidéo, j'ai fait plus de montage que d'habitude, parce que j'ai affiché plein de trucs, des extraits tout ça, j'ai contacté des gens du film, oui monsieur, et c'était juste pour une question, c'est tout. Et donc voilà, je suis quand même assez fier de cette vidéo, malgré ce que je dis dedans, malgré le fait que je n'aime pas le film, alors que j'aime beaucoup le 1 et le 2 moyennement, mais à côté du 3 c'est bien meilleur. Et voilà, c'est tout. Numéro 2. Une toche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge. Mais qu'est-ce que t'as fait? 12 coups de fouet, hein. Non, pour la toge. Ah, je l'ai jeté. Oh, fais chier. Alors, numéro 2, Brutus versus César. Je suis très dégoûté parce que... Bon, déjà, j'ai pas été surpris parce que j'ai vu que tout le monde avait gueulé dessus. Il y a même des journalistes qui ont repris des vignettes pour dire le film de Kieron se fait dézinguer sur internet, tout ça. Ce que j'ai trouvé rigolo. Et en fait, ouais, il se fait dézinguer à tort en fait. Parce que c'est pas drôle. Déjà. C'est pas très bien joué par moment. Je sais pas comment il a pu réunir Thierry Lhermitte et puis putain j'oublie son nom à lui, Gérard Darmon. Je sais pas comment il a pu faire pour avoir d'aussi grands acteurs, d'aussi grands noms du cinéma dans ce film.
Ça doit être un pote, puis ils ont dit ouais vas-y allez, ça peut être sympa. Au moins c'est des paysans, parce que je pense pas les avoir vus. Je pense pas qu'ils ont fait un... Je ne pense pas qu'ils aient fait un autre film dans lequel ils sont habillés en romain. Donc voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est un film français, une comédie qui propose un peu plus. C'est ce qu'il y a eu des travaux de décor, de costumes. Probablement qu'ils n'ont pas tourné en France. Moi, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai plus trop les images en tête, mais voilà. Il y a eu des... J'allais dire construction de campement. Bon, le campement fait 10 mètres carrés, mais voilà. Il y a aussi pas mal de figurants, je crois, même si c'est pas du tout le nombre de soldats dans une armée, mais c'est pas grave. Bref, il y a quand même eu de l'effort, reste que c'est nul, et puis en plus, j'ai oublié de le dire dans la première vidéo, enfin la première fois que j'ai enregistré, je l'ai vu en 2 fois. J'ai vu 25 minutes, puis après je me suis dit, ouais c'est bon, ça me saoule, et puis j'ai vu la suite genre 2-3 jours après. Là où le numéro 1, je l'ai vu entièrement, d'un seul coup. Bref, j'en parlerai plus tard. Il y a des moments gênants, genre quand il joue au foot pour le laisser gagner, parce qu'ils savent que c'est le fils de César. Je sais plus pourquoi exactement, mais c'est très 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 gênant. Sans doute à cause du jeu des acteurs, qui l'infantilisent, enfin je sais pas, c'est... Le personnage principal, tout ce qui a de personnalité, bah, c'est le fils de César, il est rejeté, et il se casse toujours la gueule. Et il est maladroit, un peu ridicule. Simplet quoi. Et franchement, Chiron, enfin c'est... Ou Kéron, je sais pas comment on prononce, je m'en fous. Je sais pas comment il a pu se donner ce propre rôle, parce que pour moi il se ridiculise là-dedans. Enfin, il vaut clairement mieux que ça. Il m'a beaucoup déçu parce que moi j'avais aimé son Mauvaise Herbe, vraiment beaucoup, que ce soit son jeu d'acteur à lui, son personnage ou son film, tout simplement. Et là, oh putain, la chute, la descente. Mais au moins grâce à ce film, je comprends un peu mieux tous les griefs qu'ont les gens vis-à-vis du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams, que je trouve bien meilleur que Brutus versus César. Parce que dans un Brutus versus César, bah, y a un moment, genre il y a une référence à Tekken comme ça, qui vient comme ça, gratuite. Eh Brutus, quoi? Bon chance. Pour parodier la scène culte de Tekken, bon chance, tu m'en trouveras pas. Bon, bref. Putain, excusez-moi, je sais quel film vient en numéro 1, j'ai tellement pas envie d'en parler, surtout que ça fait 2 fois du coup. Bon, mais bon, il faut bien y aller. Allez, numéro 1. J'espère que j'ai rien raté. Alors, pour répondre à la question de Franck Dubosc, non, vous ne raterez rien si vous ne regardez pas ce film. Et donc, je veux parler du film Connecté de je ne sais pas qui, et je m'en balance. Parce que ce mec m'a fait perdre 1h20 de ma vie. Et je lui en voudrais tout jamais, je pense. Parce que c'est juste nul, mal joué, pas drôle, pour les quelques moments de pseudo-comédie qu'il y a, il n'y a pas de tension. Le Michael Youn, je divulgue tout parce que j'en ai rien à foutre. Michael Youn joue très mal le méchant, en plus sa voix est déformée donc ça accentue je trouve le truc. Michael Youn fait un très mauvais travail de méchant, il a des... Bref, j'ai envie de dire, comment bien jouer de telles phrases? Comment bien jouer un tel texte? Comment ne pas être ridicule, risible, caricatural en jouant un texte pareil? Franchement, si j'avais vu ça au cinéma, je sais pas si ça aurait dû sortir au cinéma, pour moi c'était juste pour Amazon, mais si jamais ça aurait dû sortir au cinéma, putain, ah mais là j'aurais fait un scandale pour être remboursé. Je sais pas si c'est légal ou pas, hein, si on a le droit, mais là... Bon, si par exemple, je sais que c'est arrivé à des amis, donc si on a un imprévu et puis qu'on doit partir, bon, si on peut se faire rembourser, mais une fois qu'on a vu le film, je suis pas sûr. Mais c'est un scandale ce film. J'étais tellement énervé que c'est... Vous savez, c'est comme quand votre ordinateur ne répond pas, puis qu'il bug, et tu dis, oui, putain, allez, mind-toi, là. J'étais dans le même état d'esprit devant ce film. Donc... on va y aller. Donc en gros, pour ceux qui ont vu Unfriended, déjà je vous mets au défi, ceux qui ont critiqué Unfriended, là, qui ont dit que c'était nul, qu'il se passait rien, etc. Je vous mets au défi d'aimer ce film ou de trouver ce film meilleur à Unfriended. Et pour moi ce serait juste de la mauvaise foi et un mensonge éhonté de dire que Unfriended est inférieur à Connecté. Parce que personnellement j'aime les deux, donc voilà. Donc Connecté, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben...
Bah, c'est un film déjà qui se passe en plein Covid, mesdames et messieurs. Et oui. Le réalisateur est un auteur. Il a des choses à dire. Il critique notre société. Il est proche de nous. Bref, donc c'est un film qui se passe en plein Covid. Et puis les personnages se réunissent pour un apéro sur Skype. Donc ils sont tout seuls dans leur côté. Hein. Ils sont tout seuls de leur côté, pardon. Et donc on suit une réunion sur ordi. Et puis d'un seul coup, bah, y a un mec qui se fait... Enfin, on sonne chez lui. Et en fait, on se rend compte que c'est un braqueur qui vient. Et puis en fait, il le connaît très bien. Il connaît tous ses amis, etc. Et puis voilà. J'ai tellement pas envie d'en parler, putain. Ouais, donc allez, bon, bah, c'est parti pour les mauvais points. Alors déjà, on suit une réunion sur ordi. C'est un film donc qui utilise... Enfin, qui est du fan footage, en gros. Qui est comme Paramotivity, Projet Blair Witch, tout ça. Qui font croire que c'est vrai. Et il y a une musique d'ambiance en fond sonore. Je sais pas ce que le cinéma français a comme problème avec le fan footage. Il y en a certainement des meilleurs films que ça, français, fan footage, que je connais pas. Parce que bien sûr, ils sont distribués dans 100 salles en France, donc du coup personne ne va les voir, évidemment. Par contre, ça aurait été distribué dans 1000 salles. Hein. Bref. Donc j'espère qu'il y en a des meilleurs. Et que vous allez me dire, non mais t'es méchant avec le cinéma français, t'es juste inculte. Il y a ça en film footage en cinéma français qui est bien meilleur. S'il vous plaît, mais dites-moi ça dans les commentaires. Parce qu'entre ça et pas très normal activité, je sais pas ce qu'ils ont à ne pas respecter les codes du fan footage, mais c'est juste catastrophique quoi. Alors j'ai noté Nadia Fares qui joue très mal, entre parenthèses mauvaise actrice ou mauvais film. Je vais dire mauvais film. Parce que globalement, ils sont tous mauvais. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure pour Michael Youn, ils sont tous mauvais. Le seul qui est bon, c'est Franck Dubosc. Voilà, tu le vois 30 secondes à la fin. Il est assez convaincant. Dans le mec qui arrive en retard. Mais c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'il est sur l'affiche juste pour ça, super. Après, il y a le méchant qui dit... Parce que oui, donc le méchant, en fait, il ne dit pas tout de suite ce qu'il veut, forcément. C'est plot twist. Faut l'apprendre à la fin, tu vois. Et donc, il se fout de... Enfin, il essaye de monter les amis les uns contre les autres en disant « Eh, un tel dit ça de toi, un tel dit ça de toi, tout ça. » Donc il balance les secrets de tout le monde. Et donc il dit, une fois que c'est fait, en fait, sur quelqu'un, il dit « Ah, karma, je sais pas quoi, fais les choses bien. » Et lui, il dit ça, enfin, fais les choses bien, karma, tout ça, et il dit ça en séquestrant et en tapant quelqu'un chez lui. Ami de la cohérence, au revoir. Il y a un moment, il y a une des personnes de sa caméra n'a plus de batterie. Et les autres, depuis leur ordinateur, depuis leur écran à eux, ils le voient. Genre le logo s'affiche sur l'écran qui montre la personne quoi. Je ne savais pas. Soit je suis très nul en informatique et donc je ne savais pas. Soit, bah non, je suis pas si nul que ça et je sais que ça ne s'affiche pas. Et que ça coupe d'un moment à l'autre. Et pourtant, j'ai quasi jamais utilisé Skype ou des trucs comme ça quoi. Pourtant là c'est le moment avec les études, hein, mais bon. Bref. Après oui j'ai marqué oui j'aimerais pas me faire enlever ou attaquer devant eux. Tu m'étonnes. Ils sont tellement nuls. C'est encore si le méchant avait dit n'appelez pas la police, vous êtes cerné, ne sortez pas de chez vous, etc. Regardez par la fenêtre, vous verrez un de mes complices. Et qu'ils avaient regardé par la fenêtre et qu'effectivement ils auraient vu un mec, ils auraient dit oh putain ouais il y a vraiment quelqu'un, il est chelou tout ça. J'aurais compris qu'il ne fasse rien, mais là il y a aucune excuse, je suis désolé. En vrai, tu vois ça, t'appelles les flics discretos et puis tu réponds même pas en fait. Tu fais juste écouter et puis hop, la police va te géolocaliser, ils vont venir et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas. Bon, après, mauvais point du coup, parce qu'ils vont venir chez toi et pas chez la victime, mais bon. Après, ouais, ils le menacent d'une arme. Je veux bien, mais bon. Ensuite, bah, ils font passer le message, encore une fois, hein, c'est un film qui a des choses à dire, donc ils font passer le message que bah, y a des pauvres dehors, hein, voilà. Qu'il y a des femmes battues en France qui vivent un calvaire avec le confinement. Pour se faire passer pour un bien-pensant, là on y va, mais pour bien jouer son film, enfin pour bien jouer son texte, là il y a moins de monde. Là il y a moins de monde. Évidemment, oui, donc comme j'ai dit, le mec, le méchant n'explique pas que ce qu'il veut. Donc pendant 1h30 on se fait chier parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut et c'est très très chiant. Et je sais plus s'ils le disent ou pas parce que j'ai oublié le film hein, bien sûr. Mais je sais même pas si on sait ce qu'il veut au final. Enfin il veut se venger quoi de quelque chose mais je sais plus quoi.
Et c'est nul, enfin, ça ne vaut clairement pas 1h20 en fait. La raison de sa vengeance ne vaut pas 1h20. Et enfin, bah, la façon de parler des personnages, quoi. Très représentatif de ce que sont les gens maintenant. Vous savez, les gens qui disent spoiler, qui font des fautes à chaque mot. Coucou MJ. Parce que là, ils disent bullshit dans le film. Je n'ai jamais entendu... Déjà, un ado ou un jeune adulte, enfin de mon âge, je n'ai jamais entendu personne dire bullshit. Bah alors, des gens de leur âge. Non. Là, le film se fout de ma gueule. Kiffer. Bah ouais, kiffer, parce que le verbe aimer n'existe pas. Et alors j'ai mis la voiture est morte, parce qu'à mon avis ils doivent dire la voiture est dead. Je me souviens pas de ce moment-là. Il me semble bien qu'il y a un accident avec l'autre connasse qui se barre là. Et oh putain, la voiture est dead. Morte, je sais pas, cassée, bonne pour la casse, je sais pas moi. Et enfin j'ai oublié de le noter, mais je m'en souviens parce que j'avais fait des captures d'écran. Ils sont sur quoi? Ils sont sur un Skype du futur qui a l'air d'avoir régressé, mais c'est pas grave. Parce que putain, je vais vous mettre des captures d'écran et c'est moche. Que ce soit leur Skype à la con, qui est complètement mal géré en plus. Je veux dire, même moi qui n'utilise pas Skype, je sais que c'est pas comme ça et que c'est beaucoup mieux en vrai. Et puis quand tu vois le bureau de leur ordinateur, mon dieu. C'est moche. Et en fait, tu sais même pas qui tu suis en fait. Parce que dans Unfriended, ça avait un sens. Quoi. Tu suis une Blair, il me semble, elle s'appelle. Une jeune brune. Et tu vois du coup tout le monde à travers son ordi. Tu vois jamais les ordis des autres en fait. Parce que tu suis l'écran d'un ordinateur. Bon, c'est compliqué, mais bon, voilà. Là, ici, en fait, tu sais pas quel écran tu suis en fait. L'écran de quel personnage. Parce qu'en fait, c'est toujours le même. Et au bout d'un moment, vous verrez, il y a que 2 personnes qui se parlent. Elles se sont isolées. Et en fait, il y a le même bureau en fait derrière. Je vais mettre les photos que j'ai prises pendant le film. Et il y a les mêmes bureaux derrière. Et en fait, oh putain. Oh putain, c'est nul. Ne regardez pas ce film. Il m'a... Rien que d'en parler, là, je suis en colère, j'en peux plus en fait. Je suis en colère, j'en peux plus. Donc voilà. Il mérite clairement d'être premier de la classe, pour le coup, hein, premier du classement. Je n'ai même pas envie de le revoir. Et pourtant, je recherchais un film comme ça il y a pas longtemps, parce que je voulais faire à peu près la même vidéo que Not Serious, enfin le même genre de vidéo, où Matt se fait, ou Maxella aussi, il en a fait une. Critiquer un film et puis s'en moquer surtout. Bah non. Là, j'ai trouvé le bon film pour faire ça. Peut-être que lui le fera, c'est rigolo, tiens. Je sentirais que justice aura été faite. Mais j'ai même pas envie de le revoir pour prendre des notes et puis faire des gags dessus, quoi. Ça ne vaut même pas ça. Ça ne vaut même pas que je me foute de sa gueule, en fait. Faut juste l'oublier. Bref. Pardon d'avoir été aussi long. Je vous dis à bientôt pour une prochaine critique, ou à bientôt à tout de suite plutôt, pour mon classement des meilleurs films de 2020, selon moi. Salut à tous. Ou à tout de suite.